Madame, monsieur, décollage immédiat pour un voyage 100% féminin. Voilà, tout le personnel de C'est un monde est ravi de vous accueillir. Alors ce matin, pour prolonger la journée du 8 mars, nous allons mettre à l'honneur des femmes d'exception. Vous allez voir, c'est incroyable. Des superwomen du quotidien qui imposent le respect à travers leur combat. Et croyez-moi, elles ont de l'énergie à revendre. Alors pour nous les présenter comme il se doit, nous avons fait appel à Laurent Desbonnets, qui nous donne rendez-vous en Allemagne, Arnaud Comte qui a fait le déplacement en Irlande, Franck Genozo qui a rencontré une jeune yéménite, et puis Fanny Lothaire qui nous attend au Brésil. Petite précision en raison du décalage horaire avec certains de nos correspondants, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour la première escale, direction l'Allemagne, à la découverte d'une grand-mère, vous allez voir, une grand-mère hors du commun qui s'est lancée dans un combat qu'on peut estimer un combat admirable, incroyable, lutter contre les néo-nazis. Alors bonjour Laurent Desbonnets, vous allez nous présenter cette femme exceptionnelle. Oui, bonjour Thierry. Vraiment, c'est une dame qui force le respect. Elle s'appelle Irmela Mensah-Schramm. Elle a 74 ans et toutes ses journées, eh bien, elle les passe dans la rue à traquer inlassablement les affiches néo-nazis, les messages qui incitent à la haine, les tags antisémites ou anti-migrants. Et vous allez le voir, avec une énergie déconcertante, elle fait disparaître tout cela. C'est son combat qui la rend très populaire ici en Allemagne. Une grand-mère haute en couleur, plutôt connue, une référence, une inspiration pour des groupes de jeunes qui poursuivent aujourd'hui cette mission. Voici donc la leçon de vie d'Irmela Mensah-Schramm. C'est un reportage de Violette Bonba et Sébastien Millard. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette mamie allemande est une figure de la lutte contre l'extrême droite avec de petits gestes très simples. Ah, en voilà un. Ça, c'est le mouvement identitaire. Il est écrit « Notre pays, nos valeurs ». Ça sous-entend qu'ici, c'est le pays des Allemands. Les autres ne sont pas bienvenus. Allez, ça dégage. Irmela Mensah-Schramm scrute inlassablement le mobilier urbain, les murs. Avec son regard affûté, elle remarque le moindre tag ou autocollant haineux. Pas de place pour les envahisseurs. Là, ça fait référence aux réfugiés. Depuis l'afflux de migrants en 2015, la militante ne ménage pas ses efforts. Malgré leur interdiction, les messages racistes et néo-nazis se multiplient dans les rues allemandes. Regardez cette croix gammée. Les autorités la tolèrent depuis bien trop longtemps. Le déclic, cette enseignante à la retraite l'a eu il y a plus de 30 ans, en passant devant un autocollant appelant à la libération d'un ancien proche d'Adolf Hitler. Je l'ai enlevé en grattant avec mon trousseau de clés, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je me suis sentie si bien. Elle n'était plus là, cette cochonnerie. Je pense qu'il faut arrêter de rester passif devant ce genre de choses. Sa démarche ne laisse pas indifférent et dans la rue, la vieille dame ne passe pas inaperçue. C'était encore un tag nazi, un tag raciste. On vous a déjà agressé? Oh oui, très violemment. Ne lâchez rien. Ah non, non, non. Merci. Vous trouvez ça bien ce qu'elle fait? Oui. Bien sûr, c'est courageux. La berlinoise est une star en Allemagne. Elle a reçu plusieurs prix et fait régulièrement la une. Dans sa chambre, elle tient à jour une impressionnante collection d'autocollants d'extrême droite, 84 000 exemplaires différents. Et malgré ses 74 ans, pas question d'arrêter. On dit qu'en vieillissant, il faut continuer à bouger, rester actif. Alors c'est ce que je fais. Ça me maintient en forme. Attention. La relève est en tout cas déjà assurée. Vas-y, Irmela, montre-moi. Avec son collectif, cet artiste berlinois détourne et efface lui aussi les tags néo-nazis. Ses vidéos font un tabac sur les réseaux sociaux. Pour lui, la retraitée est un modèle. C'est une femme exceptionnelle.
En tant que femme, c'est d'autant plus difficile de faire ce genre de choses. On s'oppose à des racistes, souvent des hommes, qui peuvent être agressifs ou menaçants. Irmela Mensah-Schramm a été agressée plusieurs fois, mais rien ne semble impressionner cette forte tête. C'est incroyable, hein, Laurent Desbonnets, ça force le respect. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle une super mamie. Mais alors, qu'est-ce qui la motive dans ce combat de tous les jours ? Eh bien, c'est un peu son histoire personnelle. Elle est née en 1945 et dans l'Allemagne de l'après-guerre, c'était tabou de parler du nazisme. Jusque dans les années 1980, elle visite alors un camp de concentration. Pour elle, c'est un choc et elle ne supporte plus, après cela, de voir des photos, des images néo-nazis dans son quartier. Elle déchire son premier autocollant il y a un peu plus de 30 ans. Depuis, elle n'a pas arrêté et selon elle, eh bien, ce n'est pas dérisoire du tout. Même si c'est vrai, les messages réapparaissent régulièrement, mais au moins, dit-elle, je ne reste pas sans rien faire et les néo-nazis voient bien, que tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Mais ça ne lui attire pas des ennuis au quotidien ? Eh bien si, on l'a vu, des menaces, des intimidations, elle a même été bousculée physiquement à plusieurs reprises, mais vraiment on l'a interrogée là-dessus, elle ne veut pas s'étendre sur ce sujet, ce qu'elle retient avant tout, ce sont les centaines, les milliers de remerciements, d'encouragements, d'accolades qu'elle a reçus de la part d'étrangers dans la rue, et c'est vraiment ça qui la motive et qui l'incite encore aujourd'hui à continuer. Merci infiniment Laurent Desbonnets, bonne journée du côté de Berlin. Alors pour la prochaine halte, cap sur le Royaume-Uni, où nous allons évoquer un combat historique, celui des femmes irlandaises qui se sont battues pendant des années pour avoir le droit d'avorter. Alors bonjour Arnaud Comte, vous êtes là, voilà, depuis le 1er janvier dernier, l'avortement est enfin légal en République d'Irlande. C'est le résultat d'un très 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 long processus. Et oui, il faut savoir que l'Irlande était l'un des pays les plus restrictifs au monde en matière de droit à l'avortement. L'interdiction d'avorter, figurez-vous, était même inscrit dans l'un des amendements de la Constitution. C'était aussi le résultat de l'influence très présente de l'Église catholique dans ce pays depuis des siècles et des siècles. Et pour que la législation évolue, il a fallu un drame. C'est souvent le cas. La mort d'une femme, notamment, à qui on avait refusé d'avorter et qui est morte donc avec son fœtus à l'intérieur de son ventre. Et suite à ce drame-là, eh bien, les pro-avortements, leur influence n'a eu de cesse de grandir en Irlande, si bien que l'an dernier, le Premier ministre irlandais a organisé un référendum historique, très clivant aussi, puisque vous allez le voir dans ce reportage de Laura Calmus, les tensions autour de ce sujet sont toujours présentes en République d'Irlande. Elle fait partie de ces femmes qui se sont battues pour avoir le droit de choisir. Avorter, interrompre volontairement sa grossesse, était un délit passible de 14 ans de prison il y a encore quelques mois en Irlande. Dans la petite ville de Cork, Trish Organ est médecin généraliste. C'est l'un des premiers docteurs à avoir aidé une femme à avorter. Dès le 1er janvier, date officielle de la légalisation, plusieurs femmes se sont présentées à son cabinet. Je dirais que j'ai pratiqué 5 avortements. C'est une épreuve très stressante pour une femme. Et même si elles sont sûres de leur décision, elles se sentent tristes de devoir le faire. Avorter, le mot est encore tabou. Une majorité des médecins refusent toujours de pratiquer cet acte. Et pourtant, pour le docteur Organ, ce n'est pas seulement un droit, mais une nécessité médicale. Il y avait tout un groupe de femmes que je ne connaissais pas, complètement invisibles. Elles achetaient leur pilule abortive en ligne et terminaient leur grossesse seules, sans aucun soutien. Le fait que les médecins négligeaient ces femmes, qu'ils négligeaient leur santé, à un moment si délicat, où l'assistance médicale est primordiale, était intolérable pour moi. 25 mai 2018, la date restera historique. Malgré l'opposition farouche de l'Église catholique très influente, 66% des Irlandais se prononcent en faveur de la légalisation de l'avortement lors d'un référendum après des années de division. Ce combat de milliers de femmes, souvent anonymes, a été incarné par Mary Lou McDonald, qui dirige l'un des plus influents partis politiques du pays et qui, ce jour-là,
savoure publiquement cette victoire. C'est un moment si important pour les femmes, mais aussi pour la société irlandaise en général. C'est un autre pas en avant dans une Irlande plus ouverte et tolérante qui est bonne pour nous tous. Mais le combat n'est que partiellement gagné, car si l'avortement a été légalisé en République d'Irlande, au sud de l'île, ce n'est pas le cas en Irlande du Nord, à quelques kilomètres de là. L'avortement reste illégal, même en cas de viol, d'inceste ou de grossesse anormale. C'est ce qu'a vécu Denise Phelan. Il y a 3 ans, elle tombe enceinte, mais les médecins sont formels. Le bébé est atteint de graves malformations. Chaque jour, elle voit son ventre s'arrondir, tout en sachant que son fœtus n'est pas viable et que son cœur va s'arrêter de battre. Pourtant, elle ne peut pas interrompre sa grossesse. Tous les jours, à chaque minute, les gens venaient me féliciter parce que j'étais enceinte. On me demandait la date de mon terme, on me souriait dans la rue. Mais on se préparait à recevoir la mort, pas la vie. Et personne ne comprenait ça. Aujourd'hui, Denise Phelan se bat pour que son drame n'arrive pas aux autres. Ce jour-là, visage fermé, silencieuse, elle accompagne ces 28 femmes, valises en main, qui manifestent sur le pont de Westminster. 28, c'est le nombre de femmes nord-irlandaises qui, chaque semaine, se rendent discrètement et à leurs frais en Angleterre pour avoir le droit d'avorter. Nous sommes complètement isolés. L'Irlande du Nord est le seul pays du Royaume-Uni avec cette régulation. Il est temps que les femmes aient le droit de choisir. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'Irlande du Nord est l'une des seules régions en Europe où l'avortement est encore interdit. Alors Arnaud, l'Irlande du Nord serait a priori un cas à part. Oui, en tout cas, il fait partie des cas à part. Mais en Europe, il y a d'autres pays où l'IVG est interdite. C'est le cas de Malte notamment. En Pologne, les droits sont extrêmement restreints. Et puis, ce droit à l'interruption volontaire de grossesse, il est parfois remis en question. Rappelez-vous, en 2013, en Espagne, le gouvernement conservateur avait sorti un projet de loi qui visait à limiter justement les droits à l'avortement, qui avait été validé en Conseil des ministres. Et puis, face au tollé provoqué, face aux nombreuses manifestations qui avaient eu lieu dans la rue, eh bien, le gouvernement avait reculé et ce projet de loi avait été retiré. Mais c'est vous dire qu'au XXIe siècle, il y a toujours des femmes qui combattent pour avoir le droit donc à stopper une grossesse qu'elles n'ont pas désirée. Merci beaucoup Arnaud Comte, bonne journée. Nous continuons, nous sommes toujours à la rencontre de ces femmes d'exception. Et il y en a beaucoup, vous allez le voir dans C'est un monde. Vous allez voir qu'il y a des femmes d'exception sur la toile. Il y en a beaucoup. Julia Livage qui est avec nous. Alors il y a beaucoup de femmes et pourtant, paradoxe, le tableau n'est pas très réjouissant. Oui, elles sont nombreuses, mais finalement pas très bien traitées. Aujourd'hui, les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes sur Internet. 86% des femmes ont un compte sur les réseaux sociaux. Alors, à quel prix? C'est risqué à tout moment. Des remarques sexistes, des photos inappropriées, voire des menaces. Ces attaques, elles peuvent provenir d'individus lambda, mais elles sont parfois aussi le fruit de campagnes plus organisées, redoutables. Alors, en 2015, un rapport disait que 73% des femmes déclaraient avoir été victimes de violences en ligne. C'est un chiffre énorme. Alors, on pourrait croire que ce genre de comportement, il se limite au dark web, aux parties sombres de la toile. À tort, finalement, le sexisme, même le cyberharcèlement est partout, y compris sur les plus grands sites Internet comme les GAFA dont on parle souvent. Alors, malgré tout, la tendance est en train de changer. On l'a vu avec les dernières affaires comme celle de la Ligue du LOL, qui a quand même sensibilisé l'inconscient collectif et le gouvernement souhaite agir et imposer de nouvelles règles et de nouveaux outils de régulation et de répression, notamment aux géants d'Internet. Alors on pourrait parler aussi de ces fameuses héroïnes du web, alors elles font le buzz. Exactement. Alors beaucoup d'exemples parmi tant d'autres évidemment. Il y a cette maman qui allait au restaurant. Alors elle est américaine, elle est au restaurant, elle est priée par un homme de se couvrir au moment où elle allait son bébé. Lassée de ce genre de remarques, elle a décidé d'y répondre avec humour et regarder ce que ça donne. Plutôt que de se couvrir, évidemment, ce qu'on lui demande de couvrir, elle se couvre le visage. Les internautes se sont emparés de cette histoire et plus de 200
000 commentaires et partages ont fusé sur Internet. Alors, en Afghanistan, maintenant, on part avec cette maman qui n'a eu d'autre choix que de se rendre à ses examens accompagnée de sa petite fille. Cette photo et son histoire ont suscité de très vives émotions. Elle est assise par terre avec son bébé sur les genoux. Cette photo, elle a été reprise partout. Vous avez aussi cette actrice. Alors, celle-ci, elle lutte contre les diktats de la minceur. Elle a créé I Weight. I weight, ça veut dire je pèse. Mais plutôt que de donner son poids, on parle de soi. Je pèse mon humour, je pèse mon intelligence, je pèse mes amis, mon amoureux. C'est ça qui compte aujourd'hui dans la vie. Et des femmes comme ça, il y en a encore beaucoup d'autres sur la toile. Allez faire un petit tour sur la toile, vous allez voir des femmes d'exception. Merci beaucoup, Julia. Notre voyage se poursuit en compagnie de Franck Genozo. Alors, bonjour Franck, vous êtes avec nous. Et Franck, vous souhaitez nous parler d'une jeune militante qui se bat sans relâche pour la paix dans son pays, le Yémen. Alors, c'est une femme qui porte la voix de milliers d'autres. Et pourtant, elle n'a que 19 ans. 19 ans, Franck Genozo. Oui Thierry, 19 ans seulement, mais vous allez le voir, un caractère déjà bien trempé et de très solides convictions. Cette jeune femme, elle s'appelle Armatullah Hassan Saad. Elle a dirigé l'Assemblée des enfants au Yémen et elle a fait de la paix dans son pays son nouveau combat. Vous le savez, le Yémen, c'est un pays ravagé par la guerre depuis maintenant 4 ans, plus de 10 000 morts, et ce que les Nations Unies considèrent comme la pire crise humanitaire au monde. Alors, dans ce contexte, bien évidemment, les efforts de paix de cette jeune femme lui ont valu beaucoup d'ennuis. Dans son pays, elle a été menacée de mort et celle qu'on appelait la reine de Sanaa, du nom de la capitale yéménite, a donc dû choisir l'exil. Elle s'est réfugiée au Caire, en Égypte, d'où elle poursuit son engagement en faveur de la paix. C'est là-bas que l'ont rencontré Maxime Pérez, Ovsep Nalbandian et Éric de la Varenne. Voici leur reportage. Ce soir-là, dans un quartier populaire du Caire, résonne le chant de l'exil pour ces Yéménites. Des réfugiés pour la plupart ayant tout abandonné derrière eux pour échapper à la guerre qui ravage leur pays. Mais si autant de monde s'est déplacé, c'est aussi pour écouter cette jeune femme. À cause de cette guerre inutile, nous avons perdu des êtres chers, les meilleurs d'entre nous, des gens forts et loyaux. Et maintenant, c'est à nous les jeunes de répondre présent et de montrer que nous sommes unis. Armatullah n'a que 19 ans et déjà l'étoffe d'un leader. Son âge n'a pas d'importance. Elle a déjà une grande sagesse et c'est un modèle pour nos générations futures. Le Yémen a besoin d'elle. Armatullah est une femme extraordinaire. Elle se bat de toutes ses forces pour ramener la paix dans notre pays. Une popularité qu'Armatullah doit à un engagement politique commencé à l'adolescence. À Sanaa au Yémen, elle était le premier ministre du gouvernement des enfants. Une voix indispensable pour s'élever contre leur maltraitance, les mariages arrangés ou encore le sort des enfants soldats. Ces combats lui ont valu le respect de ses compatriotes, jusqu'à l'ancien président yéménite, Ali Abdullah Saleh, devenu son protecteur. Tu dois être forte et assumer toutes ses responsabilités. Bien sûr, je reste engagée. Mais dans un pays déchiré par la guerre, cette proximité avec l'ancien président lui vaut des menaces de mort. Elle prend la fuite. En Égypte, où elle est installée depuis 1 an, Armatullah est accueillie par une famille yéménite. Elle va, dès qu'elle le peut, aux nouvelles de ses proches. Bonjour papa. Est-ce que tout le monde va bien? On continue de parler beaucoup de toi ici. C'est dur d'être loin des siens vu la situation. Mais ici, j'essaie de me construire et ça compte. Car je reviendrai dans mon pays et je serai plus forte. En attendant de pouvoir regagner sa patrie, Armatullah a décidé de continuer à se battre pour ses idées. Pas question pour elle de renoncer à son rôle auprès des enfants du Yémen. Dans cet établissement scolaire abritant 1200 réfugiés, l'ensemble du corps professoral tient à lui souhaiter la bienvenue. Et ses enfants, qui la reconnaissent aussitôt. Alors, vous préférez l'école ici ou au Yémen? Le Yémen, c'est notre vraie maison. De classe en classe, Armatullah s'efforce de rassurer les siens. Vous êtes entre de bonnes mains ici. Je suis là pour vous, ne l'oubliez jamais.
Si Dieu le veut, nous rentrerons bientôt au Yémen. Ce jour-là, la visite de la jeune femme s'achève par un tournoi de football. La situation n'est pas idéale pour eux. Mais vous voyez, il faut bien continuer à vivre. Quand je vois ces enfants heureux, ça me remplit de joie. Amatoula, la reine de Sanaa, assure n'avoir aucune ambition politique. Mais sa destinée en a fait l'espoir de toute une jeunesse que la guerre n'a pas réussi à briser. Merci beaucoup Franck Genozo pour ce magnifique reportage. Précision, si vous souhaitez en savoir davantage sur la vie de cette jeune femme, sachez qu'elle vient de publier un livre intitulé « La reine de Sanaa ». Voilà, donc allez sur le site de Télématin, vous aurez tous les renseignements. Retour sur le plateau de C'est un monde à présent avec Anissa Arfaoui, une drôle de dame. J'espère qu'elle acceptera que je sois son Charlie. Elle va nous dresser le portrait de la femme française en 2019. Alors Anissa, bonjour. Bonjour. À quoi elle ressemble cette femme en 2019 ? Alors la femme française en 2019 a en moyenne 43 ans, mesure 1m65, pèse à peu près 63 kg et a un ou deux enfants. Les femmes ont un niveau d'études supérieur à celui des hommes, elles réussissent mieux au baccalauréat, dominent dans l'enseignement supérieur, et malgré qu'elles soient plus diplômées que les hommes, elles souffrent davantage du chômage. Il faut savoir que la femme française sait qu'elle n'est pas l'égale de l'homme, elles sont par ailleurs 58% aujourd'hui à se déclarer féministes, un chiffre en constante augmentation selon l'Institut de sondage Harris Interactive, puisqu'elles n'étaient que 50% à l'avouer en 2014. Aujourd'hui, en France, nous sommes 34 millions de femmes contre 32 millions d'hommes. Il y a donc plus de femmes que d'hommes. Et pourtant, une question se pose. Mais où sont-elles dans la pyramide économique du pays? Puisque force est de constater que nous sommes encore un pays régi par les hommes, pour les hommes. Oui, là, vous y allez fort, parce que non, mais attendez, il y a eu quand même des évolutions notables. Les femmes ont plus de droits et savent se faire entendre. Ouais. Ça, c'est la plus grosse arnaque que les hommes ont réussi à mettre en place. Celle de réussir à faire croire aux femmes qu'elles ont plus de droits et que leur place évolue. Avant d'attaquer le dossier politique et juridique, on va simplement s'attacher à l'image pure. Qu'est-ce qu'une femme idéale aujourd'hui en 2019 ? Eh bien, la femme défendue par les magazines de mode et les spots publicitaires. Autrement dit, une femme qui allie parfaitement vie privée, vie de famille donc, et vie professionnelle. Une mère aimante qui irait chercher ses enfants à l'école, qui s'en occuperait beaucoup, qui leur cuisinerait de bons petits plats, sains et bio de préférence, avant ou après les corvées domestiques. Ça, c'est elle qui choisit. Entre le bureau et les enfants, elle se serait rendue à un cours de yoga, de zumba ou de sophrologie, parce que pour être bien dans sa tête, une femme doit être bien dans son corps. Elle doit également être une bonne épouse, s'occuper beaucoup de son mari. Et pour continuer à lui plaire, elle fera attention à la façon dont elle s'habille. Et précisons d'ailleurs qu'en 2019, ce sont les hommes qui décident comment est-ce que les femmes doivent s'habiller. Alors qu'au début du XXe siècle, c'était les femmes qui menaient la danse en dessinant des modèles faits donc, par les femmes, pour les femmes. Aux dernières Fashion Week de prêt-à-porter, sur 78 maisons de couture, 23 seulement étaient représentées par des femmes. Donc ça, c'est pour la première partie de l'arnaque. Maintenant, on peut attaquer le volet institutionnel. Oui, parce que là, on ne peut pas le nier. Il y a des droits, il y a des lois, il y a des... Alors vous allez me dire, les lois, on va dire qu'elles sont hypocrites, c'est ça ? Alors non, je vous laisserai en tirer les conclusions par vous-même. La loi la plus récente s'appelle Loi Avenir Professionnel, votée en 2018. Alors pour vous la faire courte, cette loi vise à éradiquer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, lutter contre les agissements sexistes et les violences sexuelles. Mais le plus intéressant, c'est comment est-ce que cette loi compte obliger les entreprises à considérer les salariés femmes comme les salariés hommes ? Eh bien, tout simplement en imposant aux entreprises de respecter la loi. Sinon, des mesures de corrections seront prises. Alors, on ne sait pas très bien ce que seront ces corrections, mais en tout cas, ça devait bien sonner, puisque c'est écrit dans le texte. Ce n'est pas la première loi en la matière, puisque en 2014, nous avons également eu une loi qui s'intitulait « Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Vous notez le mot « réel » qui qui est un aveu d'échec, qui sonne un petit peu comme une moquerie. Par rapport à la réalité. Le but de cette loi était entre autres de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes. Pourtant, au cours des 10 dernières années, le nombre de viols a augmenté de 40%. Alors que le nombre de condamnations pour viol a quant à lui diminué de 40%. Ce sont les chiffres du ministère de la Justice. Donc en conclusion, tout ce qu'on voudrait dire, c'est qu'il faudrait respecter ces lois et puis surtout s'en souvenir tous les jours de l'année et pas uniquement au mois de mars.
Conclusion parfaite, Anissa, parfaite. Et on espère de tout cœur qu'elle sera appliquée. Merci beaucoup. Alors, pour la fin de ce périple, direction le Brésil, à la rencontre d'une femme, comment vais-je dire, qui en a sous le pied. Et pour cause, c'est sur le terrain de foot qu'elle s'impose. Bonjour Fanny Lothaire. Alors, j'espère qu'il est très difficile pour une femme de se faire un nom au pays du ballon rond. Ça ne doit pas être simple pour Martha. Oui, le Brésil, c'est vraiment le pays de tous les paradoxes, qui, il y a peu, a été gouverné par une femme, une présidente, Dilma Rousseff, où la femme est célébrée chaque jour pour sa beauté, sa sensualité, et où les mères tiennent souvent le foyer en main, et pourtant pas un jour sans que le poids du machisme nous tombe dessus et nous rappelle que les hommes ont leur place et les femmes une autre. Alors vous l'avez dit, imaginez dans le monde du foot le temple du machisme, et pourtant Martha a réussi à tirer son épingle du jeu. C'est devenu la star, l'emblème du foot féminin brésilien, et vous allez voir qu'elle fait bien plus que taper dans un ballon rond pour la cause féminine. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe et Florence Guanard. Au Maracanã, ce jour-là, dans les illustres pas de Pelé, Zico ou Ronaldo, c'est Martha Vieira da Silva qui, à son tour, marque l'histoire du plus célèbre stade au monde. Star de la sélection féminine brésilienne, la numéro 10 est la première femme à laisser son empreinte ici. Une pierre de plus à l'édifice. C'est pour toutes les jeunes filles et les femmes qui luttent pour leurs droits et leur espace dans le sport. Donc je suis très contente. Comme je l'ai déjà dit en 2007, j'espère ne pas être la seule. Et que d'autres femmes laisseront leur marque ici. Élue 6 fois d'affilée meilleure joueuse au monde, meilleure attaquante de la sélection brésilienne avec plus de 117 goals, elle bat Pelé, le roi incontesté, dont elle a d'ailleurs hérité du surnom de Pelé en jupe. Martha est devenue depuis peu ambassadrice de bonne volonté de l'ONU pour l'égalité des femmes. Un titre mérité. Issue d'une famille modeste du nord du pays, elle a dû se battre pour jouer au foot au milieu de garçons, faute d'équipe féminine. Elle nous reçoit à São Paulo entre 2 entraînements. Bonjour Martha, merci de nous recevoir. De rien, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on voit plus de jeunes filles qui pratiquent le foot et on se rend compte qu'elles n'ont plus peur des commentaires machistes ou des préjugés en vigueur et qu'une plus grande force les anime pour continuer à lutter et à gagner de l'espace. Si j'ai dû souffrir de tout cela durant ma jeunesse, c'est à cela que ça a servi. Son combat est salarial aussi. Loin de recevoir le salaire mirobolant de ses collègues masculins, elle se bat pour que les femmes reçoivent une rémunération plus juste. Ce n'est pas ton sexe, ton genre qui va définir ta manière de travailler, mais ce que tu produis, ce que tu fais. Tu le fais de la meilleure façon possible, indépendamment de ton genre. Ce que je veux, c'est qu'on soit rémunéré pour ce qu'on fait et non en fonction de ton genre. Encore plus de 50% des athlètes féminines jouant dans des clubs professionnels ne reçoivent pas de salaire. Deco en sait quelque chose. Écoutez-moi toutes, vous allez faire cet exercice 10 fois. Cet entraîneur de Rio a fondé le seul club de filles de la ville. Il se bat pour placer ces jeunes joueuses dans les rares clubs professionnels qui existent. Pour elle, Martha et ses collègues leur ont donné enfin de l'espoir. Comme on joue avec des garçons, on doit tout le temps montrer ce qu'on sait faire. Et au début, c'est très dur. Et elles y sont arrivées. Elles ont intégré la sélection et elles montrent qu'on peut en être capable. On n'a jamais été privilégiés dans cette société. Ces filles ont réussi à franchir tous les obstacles. Bon, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais de voir que certaines d'entre nous y sont arrivées, c'est super. Ça nous donne plus de confiance, ça nous donne plus d'assurance, et notre volonté de surmonter les obstacles est plus grande. Devenus célèbres dans le pays, leur club a inspiré la création d'une dizaine d'autres dans tout le Brésil. Des futures Martha qui ont promis de continuer le combat. Fanny, est-ce qu'il y a d'autres Martha au Brésil ?
Oui, il y a d'autres héroïnes comme ça dans le sport notamment. Il y a Rafaela Silva qui a fait parler d'elle lors des Jeux Olympiques de 2016, qui est une star du judo et qui est originaire d'une favela, d'une des plus grandes favelas de Rio. Et puis dans le foot aussi, une des disciples de Martha la Fourmi, surnommée la Fourmi parce qu'elle est très rapide, elle se faufile sur le terrain. Une femme noire, et c'est important de le préciser car au Brésil, en plus du machisme ambiant, eh bien, il y a énormément de racisme et donc il faut des personnalités comme ça pour ouvrir la voie doucement mais sûrement. Alors est-ce que le machiste, justement, le machiste serait-il en train de perdre du terrain au Brésil ? Eh bien, pas énormément, malheureusement, et cela ne risque peut-être pas de s'arranger avec la nouvelle ministre des droits de la famille et de la femme du gouvernement d'extrême droite du nouveau président Jair Bolsonaro. Elle s'appelle Damares Alves et elle a fait beaucoup parlé d'elle ces derniers mois avec des déclarations choc sur l'importance de la place de la femme dans le foyer ou encore sur l'importance du respect des codes de genre, les filles en rose, les garçons en bleu, qui lui a valu beaucoup de critiques. Mais vous savez, c'est une pasteure évangélique ouvertement anti-avortement qui est à la tête du ministère de l'égalité et des droits de la femme. Malheureusement, ça n'a rien de très exceptionnel ou très incroyable au Brésil. Merci beaucoup Fanny. Voilà, on voit, le chemin sera encore long. Merci Fanny Lothaire, à très très bientôt. Bon ben voilà, il va être temps de conclure. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour ces portraits de femmes hors du commun.